ben, on va faire une transition sur l'assurance. On va un petit peu rester dans l'assurance. Comme Henri de Castres va probablement baisser son chiffre d'affaires si les clients, si le prix de la prime baisse, une des parties de ce qu'on peut raconter peut contribuer à augmenter le chiffre d'affaires aussi de l'assurance pour générer des nouveaux marchés. Mais on va en parler. Nous, ce qu'on souhaite faire avec Sébastien Noué aujourd'hui, c'est de vous parler de la gestion des risques, le rôle de la gestion des risques dans le financement de l'innovation. Comment on peut arriver à ça? En quoi elle contribue à ça à l'interne des entreprises, et notamment à l'interne des entreprises corporate, pas des banques et des compagnies d'assurance. On va rester dans les compagnies corporate, c'est-à-dire les entreprises industrielles, commerciales, les distributeurs. Par contre, pour arriver à ça, de notre point de vue, il faut changer la conception qu'on a aujourd'hui du management des risques dans les entreprises corporate pour arriver à cet objectif-là. Donc c'est un peu la démarche qu'on vous propose aujourd'hui. Il faut que je passe là. Donc, quelques mots qui nous ont retenus dans l'appel à communication, c'est-à-dire quelle était de l'information pour nous en fait. Donc, on a un tsunami, effectivement, compréhension des marchés, la notion de valeur, comment mesurer les risques. Donc, nous, on va avoir une approche mesure de risque actuarielle, donc au sens de la théorie de la mesure mathématique, voire aussi de la théorie de la mesure généralisée quand on ne somme pas sur 1, ce qui est souvent le cas en proba, quand on n'est pas forcément dans les analyses de fréquence. Donc mieux mesurer, des liens systémiques entre les entités, des éléments d'alerte, les écarts aux équilibres. Par rapport au syndic, tel qu'il a été défini par rapport à Kerven à la Sorbonne, moi je pense que c'est vraiment ceux qui prônent la maîtrise des risques aujourd'hui dans l'entreprise. Je pense que c'est eux surtout qui sont aujourd'hui sous la vague avec le surf et le surfeur avec quoi. La syndic, c'est quand même il y a des choses très intéressantes dedans. C'est essentiellement basé sur le monde industriel et sur les risques extrêmes. Mais il y a eu des choses très intéressantes faites par les syndics. Alors, risque management de la décision, tout dépend de la formation qu'on a. Si on vient de la science économique et on fait de la science de la décision, c'est un peu parler de la même chose deux fois, c'est-à-dire le management des risques. La prise de décision en fait est inclue dans le management des risques quand on vient des sciences de la décision. Donc on en reparlera un petit peu après. Donc voilà, donc nous on a retenu dans les systèmes complexes apporter une visibilité sur la valeur de la gestion des risques et des données et de la connaissance produite face au tsunami. Donc on a 4 étapes. Une première, je démarre par les entreprises corporate. Après, Sébastien parlera davantage qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le management des risques au niveau de la banque et au niveau des assurances, sachant qu'aujourd'hui, elles sont dans 2 processus qui sont très importants, qui s'appellent le processus de Bâle et le processus de Solvency. Les banques étant les 2 principaux fournisseurs de solutions de financement des risques des entreprises corporate, il faudrait peut-être que les entreprises corporate se disent quel va être l'impact de ces régulations financières sur mes activités à moi, notamment au passif du bilan. Parce que c'est pas neutre, vu que l'augmentation en capital, le besoin en capital va être supérieur sur certains risques pour les banques et les compagnies d'assurance. On verra donc pourquoi engager à ce moment-là une activité de R&D innovante pour les entreprises corporate. Et Sébastien conclura sur une partie, quelles sont les perspectives qu'on peut donner. Je vais essayer de résumer 20 ans de processus d'évolution du management des risques en une slide, ce qui est impossible, mais je vais essayer. Donc, on va partir avant les années 90. On avait un risk management dans les entreprises corporate qui était essentiellement basé sur une dichotomie, on va dire, risque assurable, risque non assurable. Et les risques assurables étaient confiés à un courtier, généralement. Pour les risques assurables, l'entreprise faisait du développement, elle avait son profit et les risques étaient digérés comme ça. Et on avait un processus identification, traitement, financement classique. Au niveau du système, le management des risques avait très peu d'impact organisationnel sur le management d'ensemble. Et quand on ouvrait un très bon bouquin de stratégie dans les années 85-90, on avait comme ressources stratégiques la production, le marketing, le commercial, la R&D, la RH et la finance. Et en général, on faisait le tour avec ça. Depuis 90, il s'est passé un certain nombre d'événements, qui soient financiers, bancaires, technologiques, industriels, naturels, terroristes. Et si je regarde vers l'arrière à ces événements, on voit que la fréquence de ces événements augmente et la gravité de ces événements augmente. J'ai une lecture statistique. Si je me tourne vers l'avant,
chaque année, le World Economic Forum publie une analyse, Global Risk Report, et lui, il fait sur 5 catégories de risques analysés, il voit qu'en fait, on est dans un système complexe aujourd'hui. Pas compliqué, complexe. Et il dégage 50 risques, high consequences, qui convergent vers une zone de presque certitude. Et un impact très élevé. Les conséquences de ça, c'est qu'on a eu une avalanche. Bon, les entreprises corporates, et on va le voir aussi avec les entreprises financières, il y a eu une avalanche de régulation sans précédent. En résumé, la SOX, la loi de sécurité financière, la nouvelle réglementation économique qui oblige les entreprises à communiquer sur leurs risques, leur impact sociétal, environnemental, adoption des IFRS par l'Union européenne, la 8e directive, et l'AMF qui a publié un cadre de référence des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne pour les grandes valeurs, mais aussi pour les petites et les moyennes valeurs. Quand on regarde maintenant aujourd'hui les ressources stratégiques de l'entreprise, depuis les années 90, c'est ajouté la qualité, qui a pris une place très importante dans l'industrie, l'hygiène et la sécurité, la gestion environnementale, l'audit, le contrôle interne, l'assurance, qui était avant confiée à un courtier, est souvent aujourd'hui intégrée dans des groupes, avec des pôles, par exemple, dans des sociétés du CAC qui ont 15-20 personnes, et une direction risque. On a en plus ajouté à ça, pour faire face à un capitalisme, on va dire, intensif, une organisation, une augmentation de l'organisation par projet et en mode projet qui vient se greffer avec une augmentation des ressources fonctionnelles. Donc tout ça finalement pour dire qu'on a des hypothèses d'incertitude et d'artificialité. L'artificialité pour Simon qui intervient surtout dans les systèmes complexes qui vivent dans des environnements complexes. Donc aujourd'hui on peut dire vraiment que l'entreprise elle-même est complexe et qu'elle vit dans un environnement complexe. En ce qui concerne l'incertitude, quand on prend aujourd'hui l'approche des sciences de la décision, avec Prospect Theory, la théorie des perspectives, on considère 2 cas. Le premier cas, c'est on est dans le risque, quand j'ai des probabilités statistiques. Quand je n'ai pas de probabilité statistique, je ne suis pas dans le risque, je suis dans ce qu'on appelle l'ambiguïté. Et les modèles pour lire l'ambiguïté ne sont pas les mêmes que ceux pour lire le risque. Et aujourd'hui, les modèles pour lire l'ambiguïté, à notre connaissance, ne sont pas développés dans les entreprises corporate. C'est ajouté à ça, à partir des années 90, des référentiels qu'on peut appeler des référentiels de prescription non académiques. Un qui vient des États-Unis, qui a été COSO, avec une première mise en place, COSO 2 92, qui au départ s'assurait de la bonne réalisation des objectifs dans 3 axes, l'efficacité et l'efficience des opérations, la fiabilité de l'information financière et la conformité aux lois et réglementations. Et on avait un modèle en cube pour représenter tout ça. En 2004, COSO innove et apporte quelque chose d'un peu plus consistant. Avec COSO 2, on revient aux fondamentaux quand même de l'entreprise, qui est d'optimiser la création de valeur dans un contexte d'incertitude. La dimension ajout de la stratégie à la catégorie des objectifs intervient aussi le fait que les éléments du contrôle interne deviennent un élément du dispositif d'ensemble. Et se développe aussi, dans les années 90, un processus dit de cartographie des risques, qui repose sur le triptyque, toujours par contre, identification, traitement, financement. Ce que j'appelle moi la sainte trinité du management des risques. L'objectif de tout ça, finalement, c'est de permettre à un conseil d'administration d'avoir l'assurance de l'efficacité que les risques de l'entreprise sont bien gérés. COSO 2013 arrive, qui est lui plus axé sur le contrôle interne et qui vient intégrer de nouveaux risques ainsi que la complexité. Autre prescription qui a retenu l'attention des professionnels, qui est l'ISO 31000. On a un cadre qui est plutôt bien fait. On peut saluer l'avantage de l'ISO, c'est d'avoir... Vous savez, parce que des fois, on met même dans l'analyse de risque, on a le processus lui-même, identification, traitement, financement. L'ISO a bien fait comprendre la différence entre une analyse de risque et une évaluation des risques. C'est-à-dire une évaluation, elle repose par rapport à un individu, un groupe de décideurs ou une organisation. Mais ce n'est pas une analyse. Donc on a 3 normes. On a l'ISO 31000 qui définit les principes, on a l'ISO Guide 73 qui définit le vocabulaire, et on a l'ISO 31000 qui nous donne les méthodes, l'ISO 31010 qui liste 31 méthodes
qui peuvent contribuer au management des risques. Intéressant, c'est que la définition du risque, on voit souvent le risque, c'est la combinaison d'une proba et une conséquence. Ici, l'ISO dit, le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs, qui est finalement une vision assez proche de la vision qu'on a en sciences économiques, en analyse de la décision ou en sciences actuarielles. Donc on a ici moi aussi je vais parler d'Edgar Morin, parce que je l'aime bien en fait. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai le livre, donc je l'ai repris. J'ai pris la première couverture, le rabat. Edgar Morin quand même disait dans Introduction à la pensée complexe, il faut qu'on trouve face à la complexité des nouveaux modèles de représentation et des nouveaux modèles d'intervention. Et il ne faut pas qu'on refuse la complexité. Dans le risque, on a le même problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on refuse l'incertitude. Donc on a travaillé sur un projet de recherche à NR qui s'appelle GERMA, Management des risques dans les projets complexes de BTP, et on s'est servi des principes de l'ISO et on a fait rentrer un premier principe, justement, il faut accepter l'ambiguïté, accepter l'incertitude. Donc aujourd'hui, il faut accepter l'incertitude, mais aussi accepter la complexité. Ça fait deux choses compliquées. Vous imaginez un patron du CAC 40 qui arrive à son conseil et qui dit « moi j'accepte la complexité, j'accepte l'incertitude ». Tout le monde va lui dire c'est un langage un peu étrange. Donc, on a avancé dans cette démarche, GERMA, un projet constructique et un projet FUI qui a été monté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez quand même, sur l'approche des risques dans le bilan ou dans le compte de résultat, c'est qu'aujourd'hui on a une ligne dans le compte de résultat qui s'appelle provision pour risques et charges. Dans cette ligne-là, on ne peut intégrer que des événements passés. Donc ce ne sont pas des risques futurs, ce n'est pas un événement qui peut ou pas se produire. Par exemple, on s'est rendu compte qu'une entreprise d'ingénierie dans le secteur du BTP, qui avait des sinistres en cours, qui avait donc provisionné les franchises, la franchise, il n'y a rien de mieux qu'un risque, elle s'est fait retoquer par le fisc parce que l'entreprise n'était pas capable de démontrer un modèle comme quoi elle allait payer ce montant-là. Donc c'est passé par la case, résultat, impôts, etc. Du COSO et des attributs d'un management du risque élevé, on retire deux choses, c'est quelques points, mais aujourd'hui quand même il y a des prescriptions pour demander à gérer globalement les risques. Quand on met maintenant sur le focus sur les méthodes employées, et principalement employées, on a des méthodes qui reposent essentiellement sur des matrices probabilité-impact. Quand on regarde ça avec un œil, que ce soit actuariel ou économique, finalement, les risques ne sont pas du tout identifiés avec ça, et on va plutôt chercher, en fait, on va obtenir plutôt les éléments de l'ensemble vide, en fait. C'est-à-dire des événements qui ne se produiront jamais. Parce que le risque, ici, en fait, ce n'est pas un risque, on appelle ça une criticité, c'est une conséquence multipliée par une probabilité. Et ça fait un point dans un espace cartésien, et un point dans un espace cartésien n'a aucune dimension. Donc c'est quand même assez paradoxal de représenter le risque par quelque chose qui n'a pas de dimension. Autre chose, quand on regarde en bas à droite, on a des événements très très graves et très rares. Or, à l'échelle d'un projet ou à l'échelle d'une entreprise, l'événement très rare et très grave, c'est sa mort. Et comme disait Kunreuther, on ne peut mourir qu'une seule fois, quoi. L'autre difficulté, c'est que si on reprend là une lecture économique, avec la courbe qui est en haut à gauche, ça donne à l'entreprise une attitude de neutralité par rapport au risque. Donc un patron peut se dire, c'est très bien, j'ai pas d'appétence au risque, j'ai pas d'aversion au risque, je suis neutre au risque. Il faut voir que derrière ça, la conséquence de ça, ça veut dire intrinsèquement que l'entreprise accepte une variance infinie des risques. Puisqu'il n'y a aucune aversion et il n'y a aucune appétence. Si on le prend sur cette là avec une lecture actuarielle, on s'aperçoit que si je tarifie un contrat à la prime pure, ici dans un contrat d'assurance, la probabilité que mon résultat soit négatif, si je tarifie à la prime pure, j'ai une chance sur 2 par rapport au modèle qu'on a présenté là. Donc on voit qu'en matière de mesure de risque, on a quand même des progrès mais colossaux à réaliser. Donc pour faire la transition avec la partie de ce qui se passe aujourd'hui en finance dans la banque et l'assurance, je passe la parole à Sébastien. Bonjour. Alors, en ce qui concerne la gestion des risques dans le domaine de la banque assurance,
il faut savoir que BAL et Solvabilité 2 sont deux réformes qui ont été mises en place respectivement dans le secteur de la banque et dans celui de l'assurance afin de répondre à des exigences concurrentielles de plus en plus importantes ces 20 dernières années, dans un contexte mondialisé, de libre marché, avec des fluctuations observées sur du court terme qui soient plus importantes que dans les décennies passées. Et les banquiers, en premier lieu, ont mis en place cette réforme grâce à un atout dont ils disposaient, c'est-à-dire un bon système d'information avec un historique de données qui soit important. Les assureurs ont pris le pas, puisque eux aussi disposent d'un historique de données qui soit important, alors avec une discrétisation qui soit moins importante, certes, mais les assureurs possèdent un historique de données important. Et grâce à cet atout, les banquiers et les assureurs ont mis en place, en collaboration avec les autorités de régulation, des règles communes de gestion des risques, une gestion des risques qui soit organisée et quantifiée. Donc ça donne aujourd'hui Solvabilité 2 qui va s'appliquer en 2016 dans le secteur de l'assurance, et en 2019 BAL 3 qui va s'appliquer dans le secteur bancaire. Ce sont deux réformes qui s'articulent autour de trois piliers. Un pilier quantitatif de détermination d'un seuil minimal de fonds propres réglementaires, un pilier 2 qui est un pilier qualitatif relatif à la surveillance, que ce soit en interne ou en externe. La surveillance en interne va désigner les processus en fait, qui vont permettre de surveiller le risque par les actuaires chez les assureurs et par les ingénieurs financiers chez les banquiers. Et il s'agit aussi d'être à même de pouvoir communiquer sur sollicitation des autorités de contrôle de manière satisfaisante sur les différents postes, sur les différents ratios, afin de pouvoir être capable de démontrer qu'à chaque instant l'entreprise est solvable. Et là, ça constitue le pilier numéro 3. Alors, BAL 2 BAL 2, BAL 3 d'un côté et Solvabilité 2 de l'autre sont des réformes importantes qui ont beaucoup de points communs mais aussi des différences parce que métiers différents. Dans BAL 2, BAL 3, le risque n'est pas totalement agrégé, c'est-à-dire qu'on se focalise dans un premier temps sur le risque de crédit, dans un second temps sur le risque de marché, dans un troisième temps sur le risque opérationnel. Alors que chez les assureurs, en fait, on approche le risque de manière intégrée et de manière simultanée à travers l'ensemble des postes, à l'actif et au passif. Il faut savoir que le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, qui sont des risques communs aux banques et aux assureurs, ne pèsent pas de la même manière. Le risque de crédit est central chez les banquiers. Il pèse 75%, tandis que c'est le risque de marché qui pèse 75% et qui est central chez les assureurs. Les assureurs, en fait, à la différence des banquiers, ont des contraintes d'adéquation actif-passif plus fortes que dans BAL 2, BAL 3. Et ce qui amène justement les assureurs, en fait, à modéliser de manière globale les interactions entre leur passif et leur actif, plus que dans le secteur de la banque. Le risque opérationnel, en fait, il s'agit des incidents techniques, des incidents humains. Il peut s'agir des fausses déclarations chez les assureurs. Chez les banquiers, il peut s'agir par exemple des dérives parfois observées qui peuvent être considérées comme des accidents liés au trading algorithmique sur de courtes périodes. Ça représente 20% chez les banquiers et 10% chez les assureurs. Que ce soit chez les banquiers ou chez les assureurs, vous avez deux types d'approches. Vous avez l'approche standard et vous avez l'approche stochastique. Les assureurs de taille importante ont justement plus de données, donc ont plus de facilité à mettre en place cette approche stochastique qui est ce qu'on appelle l'approche modèle interne, conseillée par les autorités de contrôle.
On a une démarche de modélisation. Chez les assureurs, il y a une nécessité de bonne adéquation actif-passif qui les pénalise plus que chez les banquiers. Ça, c'est une différence dont j'avais parlé. Alors, pour établir, en fait, pour mettre en place ces contraintes de solvabilité, il y a des outils essentiels qu'on appelle les mesures de risque, qui sont encadrés par la théorie de la mesure, d'un point de vue théorique, et qui sont principalement la value at risk et la taille var. La value at risk désigne la perte potentielle maximum, en principe à horizon d'1 an, pour un niveau de confiance de 99,5%. C'est-à-dire que cette value at risk qui correspond à une perte potentielle maximum est commune chez les assureurs et chez les banquiers. 99,5%, ça veut dire qu'en fait, vous avez une chance sur 200 de faire faillite chaque année. Donc sur 200 ans, l'assureur a une chance de faire faillite sur 200 exercices fiscaux. Comptable. Enfin, et la taille var, en fait, est privilégiée chez les assureurs. Elle correspond, en fait, à une moyenne d'évalue at risque au-delà d'un certain niveau de confiance. C'est-à-dire, ici, chez les assureurs, 99,5%. Ça permet, en fait, d'avoir une var affinée qui soit plus en fait avec la présence difficilement prévisible des risques extrêmes. Merci Sébastien. Donc, si on peut regarder ça, c'est que par rapport à ce qui est en train de se passer dans la banque et l'assurance, c'est qu'on a aujourd'hui, l'horizon de gestion, c'est l'année. Fini les stratégies à 30 ans, c'est l'année. Et on a des quantiles extrêmement élevés. On parle de 99,9, 99, peut-être même 97, si une compagnie d'assurance voudrait noter ne serait-ce que 2A par les agences de notation. Définir un niveau de quantile très élevé, ce n'est pas un gage de bon risk management. La crise de 2008 l'a bien montré. Il y a autre chose à mettre en œuvre. Mais tout de même, il ne faut pas oublier que ce sont les deux principaux fournisseurs de solutions des risques des entreprises corporates et ça va avoir un impact sur l'ensemble de leur stratégie. Ce qu'on a résumé là dans ce tableau-là, en haut, c'est qu'aujourd'hui, les industries financières ont été impactées sur un certain nombre de points. Les industries financières, il reste 2 points sur lesquels elles n'ont pas été trop impactées. Un, pas du tout, c'est les obligations de capital en fonction de risques réellement encourus dans le cadre de leurs activités. Et en partie, c'est sur la gouvernance interne. Ce qu'on propose, c'est, au lieu d'attendre une réglementation, c'est est-ce qu'on ne peut pas se servir de ça pour en faire une véritable opportunité stratégique. Donc l'idée, comme le recommande COSO, de la notion de profil de risque, l'ISO, etc., et puis comme le recommande quand même Debreu depuis 1954 dans son livre Théorie de la valeur, puisqu'il parle de l'attitude par rapport au risque du producteur Debreu quand même en 1954, c'est de concevoir le management global des risques non pas exclusivement comme une activité de contrôle et d'audit, mais de considérer l'attitude de l'organisme et des individus vis-à-vis du risque comme une véritable stratégie innovante d'adaptation à l'environnement de l'entreprise. De tenir compte de la réalisation d'opportunités, d'avoir une attitude orientée vers l'innovation, un objectif culture du risque, de se concentrer sur le potentiel de bénéfice et de dégager des opportunités dans le risque. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on propose? Jean-Louis Lehmann disait que la complexité intrinsèquement n'était pas modélisable. Donc, ce que l'on propose en fait, c'est d'utiliser un processus qui sert à résoudre des problèmes complexes, et on considère que le problème complexe à résoudre, c'est celui du management des risques. Et en fait, on reprend ce que Simon définissait aussi dans son processus, c'est d'ajouter au triptyque identification, traitement, financement, c'est une première phase qui est celle d'anticipation, la phase d'intelligence au sens de Simon et de prévoir. Et là, on a besoin de nouveaux outils pour définir des probabilités subjectives, mais non ambiguës, de la part des professionnels. Et une part de ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire une activité de conception. Le management des risques, par nature, si vous prenez le guide Impôt Recherche, dès qu'on est confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas très bien, des conséquences, etc., c'est-à-dire qu'on a de l'incertitude, on peut engager de la recherche. Je veux dire, fondamentalement, un risk manager, il est confronté tous les jours à des choses potentiellement où il y a au moins du risque. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes, et en tout cas d'ambiguïté. Donc c'est un peu l'esprit de nos travaux. Surtout quand j'ai retrouvé un article d'un des membres du COSO. Alors je vais passer sur l'amphithéâtre, qui est sur les 2 tiers qui sont là. Là on a les activités que l'audit doit s'occuper, pour lesquelles il est légitime. Ça au milieu ce sont les activités pour lesquelles l'audit peut s'occuper
en termes de management global des risques, hein, mais dont il doit prendre des précautions. Et il y a la dernière activité là, qui est là où il ne doit surtout pas en fait s'occuper. Et c'est précisément ce qu'on souhaite introduire aujourd'hui dans les entreprises, c'est-à-dire définir l'appétence pour le risque, définir des processus de gestion, gérer l'assurance sur les risques, décider de la manière de réagir face aux risques et de mettre en œuvre des mesures de gestion des risques au nom de la direction. Et pour ça, je repasse rapidement la parole, parce qu'à priori on est un peu en retard. D'accord. Alors, notre idée, en fait, dans cette présentation, notre idée centrale, en fait, c'est d'adapter la gestion des risques organisée et quantifiée qui prévaut aujourd'hui dans le domaine de la banque et dans celui de l'assurance à celui des corporates, ou des entreprises industrielles. Donc pour cela, nous devons fixer, en fait, il convient de fixer dans le domaine industriel un horizon de risque qui soit commun, par exemple, sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble des postes. On peut choisir un an. Fixer un niveau de confiance par rapport à un calcul de perte potentielle maximum. Alors, on note en fait des lacunes actuellement dans le domaine de la gestion des risques chez les corporates, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion de risque de faillite associée à des projets. On a vu Arriva a été en situation théorique de faillite à cause de projets qui n'ont pas abouti. Il n'y a pas vraiment cette préoccupation n'est pas assez présente chez les industriels aujourd'hui. Et il va falloir l'intégrer dans leur culture de la gestion du risque pour justement améliorer leur solvabilité, leur probabilité de survie chaque année et leur comptabilité, quoi. Cela passe par la nécessité d'une mise en place d'un système d'information performant. Alors, il est vrai que chez les assureurs et chez les banquiers, on a des données qui soient disponibles assez facilement, ce qui induit un calcul de probabilité associé à des événements qui soient basés sur une approche historique. On est bien conscient que transposer ce modèle de la gestion des risques n'est pas toujours facile dans certaines branches industrielles. Si l'approche historique n'est pas possible, il y a toujours comme alternative l'approche bayésienne, c'est-à-dire qu'en fait on part de probabilités experts et on affine ces probabilités experts grâce aux observations. Donc vous avez des probabilités a priori et vous avez un affinement de ces probabilités a priori qui aboutit à des calculs de probabilités a posteriori. Et donc c'est une piste en fait qui permettra aux corporates enfin, c'est plus qu'une piste, c'est un élément clé en fait indispensable, un calcul de probabilité qui soit fiable. Alors j'ai pas trop de temps. Vous avez un générateur de scénarios économiques qui est central en fait dans la gestion des risques chez les banquiers et les assureurs. Il doit être aussi central chez les corporates, par exemple pour simuler les taux de crédit. Et un autre centre qui n'existe pas forcément chez les banquiers et chez les assureurs, c'est celui du risque intrinsèque à l'activité, par exemple une baisse des prix des produits manufacturés. Donc ces deux centres en fait permettront d'effectuer des simulations dans le cadre d'une gestion des risques satisfaisante chez les corporates. Puis vous avez d'autres postes, les opérations d'investissement, la souscription des risques, etc. Alors, il y a une notion d'appétence au risque par projet. Pour terminer, il y a une notion de définition d'appétence au risque et de résilience au risque qui doit être définie par les industriels, par des spécialistes, par des experts, projet par projet. Et ça, c'est une autre clé d'une bonne gestion des risques dans le domaine des corporates. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les industriels se posent peu la question de savoir si un projet va pouvoir induire une faillite avec une probabilité non négligeable. Et cette notion d'appétit pour les risques, segment par segment, cette notion de cartographie des risques est présente aujourd'hui chez les assureurs, mais n'est pas très présente aujourd'hui chez les corporates. Et il s'agit en fait, en fonction premièrement de définir l'appétence au risque et
deuxièmement, de manière parallèle, de déterminer le niveau de risque maximum que le porteur du projet est prêt à encourir avant le lancement de ce projet.